bonsoir à tous. Donc moi, je suis le docteur Salvi et je remercie les organisateurs de nous avoir proposé ce topo original, je pense, en France. Et je suis ravie de partager l'affiche avec Briac, notre acolyte du quotidien. C'est une des premières fois qu'on a un chirurgien ORL en binôme, parce qu'il est déjà venu à la SFAR. Mais en tout cas, il est un spécialiste français de la chirurgie du larynx et de la trachée, puisqu'il est coordonnateur, m'a-t-il dit. Ouais. Dans la filière maladie rare tête et cou de la RCP nationale larynx et trachée. Donc quand même, il sait faire. On va vous montrer comment on a bien répété ce topo. On va alterner en essayant de ne pas se tromper. Donc Briac va commencer pour vous présenter ce qui est un problème laryngé et trachéal nécessitant une endoscopie. On va parler un petit peu d'anesthésie puisqu'on est entouré d'anesthésistes. Et à la fin, on fera fusion. Exactement, fusion. Bonjour, Briac Thierry. Je vous parle juste 2 secondes. On a pris un exemple pour vous parler de ce duo en chirurgie des voies aériennes et on a pris l'endoscopie, parce que c'est le plus simple et c'est ce qu'on voit le plus. C'est des situations cliniques qui sont un peu particulières parce que dans un certain nombre de cas, c'est les urgences. Donc l'enfant, il est dyspnéique, il désature, éventuellement il y a des comorbidités. Et puis tout le monde est un peu stressé. C'est jamais vraiment les bonnes conditions. La ventilation va être complexe parce que le premier truc que je vais faire dans l'endoscopie, c'est pousser l'anesthésiste et prendre sa place. Et ça, c'est compliqué parce que ça change la donne pour vous. Et que cette situation qui est inhabituelle, il faut la répéter un peu avant pour que ça se passe simplement. Il va falloir s'adapter à la situation pour savoir, on va en parler, si on veut une ventilation spontanée ou non. C'est surtout ça. Et la position des intervenants qui est bizarre puisque effectivement, j'arrive et je prends la place. Et en plus, il y a des contraintes pédiatriques, donc la pharmacologie, j'en parle pas, je ne connais pas. Mais matériel, et ça c'est hyper important, donc on en a parlé tout à l'heure avec M. Weckman sur la taille des sondes d'intubation, des bloqueurs, etc. Et en fait c'est primordial parce que cette adaptation du matériel, on va la retrouver aussi dans le matériel des ORL, et il faut que tout le monde soit bien au clair sur la taille de l'enfant, son poids théorique. Donc, je vais vous montrer 2-3 trucs pour qu'on parle un peu d'endoscopie. Donc normalement, vous voyez, en plus c'est bien, il y a des nuages. Donc là, vous voyez un larynx normal avec l'épiglotte. Alors j'ai pas de pointeur, mais vous voyez. Donc l'épiglotte, les aryténoïdes. Si on se rapproche un tout petit peu, on entreaperçoit les cordes vocales dans le fond et le trou qui est la trachée. Mais ça, tout ça, vous connaissez, il n'y a pas de problème. Mais c'est un larynx normal. Et j'insiste parce qu'après, je vais vous montrer des trucs moins normaux. Et donc, quand on se rapproche, les cordes vocales sont normales. Le calibre du plan de la susglotte est normal. Le calibre glottique est normal. Et le calibre sous-glottique et trachéal est normal. Tout va bien. Et en mouvement, ça donne ça. Alors, on a un peu le mal de mer, mais voilà. Et donc, on voit les aryténoïdes, les cordes vocales et le calibre qui est normal. Voilà, très bien. Et donc ça, c'est une endoscopie. Et donc on a fait une endoscopie laryngotrachéale sous anesthésie générale en ventilation spontanée, et ça se passe comme ça. Donc il y a, alors l'ORL, là en l'occurrence c'est pas moi, c'est le docteur Machavoine qui est aux commandes, avec un laryngoscope dans la main gauche et son optique rigide qui fait une vingtaine de centimètres dans la main droite. Et en mouvement, ça fait ça. Voilà, donc vous voyez exactement en temps réel les 2 images qui sont collées l'une sur l'autre. Donc Roxane, elle avance sa main et elle rentre à l'intérieur des voies aériennes et elle va filmer, ok. Et à côté, vous voyez l'anesthésiste, alors c'est une vieille vidéo. Vous avez, ça date un peu, on est en vert, vous voyez les pyjamas, on est en vert. Maintenant on est en... Et vous voyez à côté exactement ce qui se passe dans la trachée. Et donc, évidemment, sur cette vidéo-là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de sonde d'intubation, et vous voyez, alors vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, en tout cas, que là, il est en ventilation spontanée. Voilà, donc ça c'est l'exemple typique, tout se passe bien. Et puis de temps en temps, ça se passe différemment. Il y a des cas où, et donc c'est tout ce dont on va vous parler tout à l'heure, où les voies aériennes ne sont pas normales. Là, vous voyez que j'ai mis un instrument en dessous du plan glottique par l'arrière. C'est un diastème laryngotrachéal. Celui-là, c'est un diastème laryngotrachéal de type 3. Ok,
Donc on a vu, il y a une échancrure derrière, mais en fait ces enfants-là, si on essaye de l'intuber pendant l'intubation, la sonde d'intubation, on ne sait pas où elle va, parce qu'elle va un peu dans l'œsophage, un peu dans la trachée. De temps en temps, c'est obstrué. Donc ça, c'est une tumeur d'abricosophe. Et donc, vous imaginez bien que cet enfant, en arrivant au bloc opératoire, il est un peu dyspnéique, il n'a plus de voix, il est un peu hypercapnique, et tout le monde est un peu en transe autour. Et ça se prépare en fait. Et c'est tout ce dont on va vous parler. Je vous passe les détails techniques de la thérapeutique, mais il y a des cas où, ça c'est un exemple de papillomatose laryngée, où on se demande pourquoi l'enfant arrive alors qu'il ventile de façon spontanée. Alors c'est pareil, il n'est pas en pleine forme, hein, il est franchement dyspnéique. Moi sur cet examen-là, il n'est pas trachéotomisé, hein, et sur cet examen-là, je ne sais pas comment il respire. Voilà, donc il tient. Un petit enfant qui vient avec une apparition progressive d'une dyspnée inspiratoire, et quand on fait l'endoscopie, on voit cet hémangiome sous-glottique. Voilà. C'est pareil, c'est un enfant qui vient avec un tirage, donc une bradypnée inspiratoire, un tirage, une toux éventuellement, parce que c'est un peu irritatif quand même. Voilà. Et puis, dans certains cas, alors celui-là, je ne sais même plus ce que c'est. Ah oui, si je sais. Alors ça, c'est hyper important. Il y a certains cas, donc ça c'est une, pareil, endoscopie laryngotrachéale sous anesthésie en ventilation spontanée, c'est une première endoscopie d'atrésie de l'œsophage de type 3. Et ça c'est important de programmer ça avant avec l'anesthésiste, et évidemment c'est tout ce dont on va vous parler, mais c'est que cet enfant-là, il n'a pas de communication entre le cul-de-sac supérieur de l'œsophage et le cul-de-sac inférieur, mais il a une fistule trachéo-œsophagienne que vous voyez qui est largement ouverte. Si vous, pendant l'endoscopie, pour quoi qu'il se passe, et bien en fait, vous insufflez de l'air dans cette fistule, vous allez gonfler l'estomac, et très vite, ça ne va pas bien se passer, parce qu'avec son estomac gonflé, il va se mettre à moins bien respirer, et puis tout part un peu en vrille assez rapidement, donc il faut faire attention, il faut l'avoir prévu. Il y a certains cas où il faut avoir anticipé un tout petit peu que l'intubation, donc là on a vu plein d'anesthésie générale en ventilation spontanée, mais on sait que globalement, on peut toujours intuber, on peut toujours faire un truc. Et puis il y a certains cas où on ne peut même pas faire un truc. Et donc ça, il faut avoir réfléchi avant, il faut avoir programmé. Donc ça, c'est une sténose sous-glottique congénitale. Donc c'est un enfant, et en plus, qui arrive relativement tard. Et donc il y a un pertuis postérieur qui fait 1 mm de diamètre, et c'est un enfant qui n'est pas trachéotomisé non plus, et qui a tenu en fait relativement bien. Alors à la naissance, il n'a pas trop de voix, et puis ça tient, et puis à la fin de la 3e semaine de vie où les besoins ventilatoires augmentent vraiment, là il est en détresse respiratoire et il arrive à ce moment-là. Il faut évidemment en avoir discuté. Et puis il y a certains cas où les voies aériennes, elles ont l'air plutôt pas mal, et puis en fait on ne peut pas les intuber parce qu'ils ont cet aspect typique. Vous voyez que les anneaux trachéaux, alors là ils portent le nom vraiment d'anneaux, ils sont circonférentiels. Je ne sais pas si je peux vous le remettre. Peut-être. Ouais. Et donc vous voyez que là, les anneaux, ils sont vraiment ronds, et que vous voyez qu'il n'y a pas de membraneuse postérieure. Et ça, c'est vraiment le signe pathognomonique de la sténose congénitale de trachée. Et ça, en fait, vous ne pouvez pas les intuber parce que la sonde ne passe pas. Voilà. Et donc, je vous ai présenté en quelques vidéos un peu ludiques, c'est le dernier topo, c'est ludique, ce qu'on veut faire et ce à quoi il faut qu'on se prépare. Donc, Nadège va vous parler de l'anesthésie, et puis ensuite on va vous parler de ce qu'on fait ensemble après. Alors l'anesthésie pour endoscopie, c'est ludique aussi. C'est relativement simple dans le sens où les enjeux sont clairs. Il va falloir administrer une anesthésie qui soit suffisamment profonde, mais qui, pour limiter le risque de complications respiratoires, hein, on imagine bien que quand on va aller, Briac va aller avec son endoscope dans les voies aériennes, ça va provoquer des réactions réflexes qu'on n'a pas envie de voir, et potentiellement hémodynamiques. Idéalement, il va falloir faire en sorte que cette anesthésie se déroule en ventilation spontanée. On verra que ce n'est pas forcément toujours faisable. Et surtout, la chose qui doit nous garder, vraiment être
hyper vigilant là-dessus, c'est qu'il va falloir, pendant tout ce temps-là, où on n'a pas nous-mêmes accès aux voies aériennes, assurer l'oxygénation de cet enfant. Donc, tout le sujet du topo, hein, c'est la nécessité d'avoir une vraie communication médico-chirurgicale permanente. Alors, on va parler d'anticipation, de discussion préopératoire, mais la communication doit être maintenue pendant tout le bloc opératoire. Alors, on va dérouler un petit peu les techniques d'anesthésie. Je vous rassure, il n'y a que 5 diapos, détendez-vous, ça va aller vite. En anesthésie pédiatrique, on est de fervents partisans de l'anesthésie inhalatoire au sévoflurane. Elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. Alors là, intuitivement, vous allez vous dire, anesthésie inhalatoire, alors effectivement, c'est facile, c'est au masque, tout ça. Mais là, dans le cadre des voies aériennes auxquelles on n'aura pas accès, ça va être compliqué d'administrer du sévoflurane, ce qui est vrai. Et puis, on n'est pas forcément complètement étanche, donc on va provoquer de la pollution dans le bloc opératoire. Néanmoins, je vous en dis quand même un petit mot. C'est-à-dire que comme Briac vous l'a évoqué, souvent on a des petits-enfants, donc il va falloir tout d'abord accéder à un accès veineux. Et donc la première chose à faire, c'est effectivement de les endormir. Alors, avec les mesures de sécurité qu'on aura anticipées, hein, sur certains enfants, ce n'est pas possible, il y a un risque respiratoire qui est trop important. Néanmoins, dans la majorité des cas, on peut endormir au masque l'enfant pour un accès veineux périphérique. Et puis, on peut même poursuivre l'anesthésie inhalatoire qu'on va balancer avec soit du propofol, alors, ou en bolus itératif, ou avec une perfusion continue à la dose que je vous indique ici, qui est une dose relativement conséquente, mais qui permet de maintenir l'AVS, du rémifentanil et voire même du rapifène, enfin de l'alfentanil, molécule qu'on a retenue à Necker, puisque pour nous, le rapifène et le sévoflurane rentrent complètement dans le protocole de gestion des endoscopies ORL de courte durée. C'est-à-dire que quand Briac a besoin de faire un diagnostic très rapide, un coup de laryngoscope, un aller-retour avec un endoscope rigide comme on vient de vous le montrer, en particulier au début des vidéos, eh ben on peut très bien faire un peu de masque, un peu de rapifène et ça suffit. Bon, je vous rassure, ça ne va pas suffire pour tout. En particulier quand il va falloir réparer certains de ces larynx ou trachées malades. Et on s'oriente donc très rapidement vers de l'anesthésie intraveineuse totale avec l'association du fameux cocktail propofol rémifentanil. Et là encore, on s'adresse à des enfants de petite taille, donc, enfin de très petits, d'âge petit. Et donc on va utiliser ces deux molécules en débit massique. Hein, on n'a pas du tout recours à l'évoque dans ce... Alors, on peut commencer à partir d'un certain âge, mais en général, du coup, on utilise le débit massique relativement longtemps. J'ai pas mis la photo. Donc on administre le débit massique. Ah oui, je l'ai mis après. Bon, c'est pas grave. Grâce à nos stations d'anesthésie, hein, on se sert, nous, alors à Necker, on a une base Priméa de chez, je ne sais pas ce que vous avez comme matériel dans vos blocs, mais en tout cas, on a des interfaces maintenant avec nos pouces seringues qui nous permettent facilement de calculer les débits ad hoc pour administrer les bonnes doses aux enfants. Et donc, on a le protocole suivant pour administrer l'anesthésie par voie intraveineuse. Donc à gauche plutôt, on s'intéresse au propofol. Alors on ne s'est pas trompé dans les doses, hein. On est bien à entre 12 et 15 mg kilo/heure d'administration du propofol et je vous garantis qu'il reste en ventilation spontanée. Si, croyez-moi. Et puis à droite, on a plutôt l'ajustement des doses de rémifentanil. Et donc on va titrer en fonction de la réponse aux stimulations du chirurgien. Donc là, les enfants restent vraiment en ventilation spontanée. Juste un petit truc en plus, là, il faut être relativement tranquille pour débuter ce type d'anesthésie parce qu'elles sont relativement longues à s'installer correctement et donc il faut être patient et d'ailleurs, vous êtes patient. Très patient. C'est la définition même de toi-même, la patience. Alors, en France,
je vous parle quand même un mot parce que c'est une belle molécule, la dexmédétomidine. On n'a pas l'AMM en France pour l'utiliser au bloc opératoire et c'est bien dommage. Donc nous, on ne l'utilise pas, on respecte l'AMM. Peut-être que certains centres en France utilisent la dexmédétomidine. En tout cas, pour ne citer qu'un pays francophone qui est la Suisse, ils ne font pas de propofol, ils font de la dexmédétomidine. JP, ils font quoi à Montréal ? D'accord, bon, bah voilà. Mais en tout cas, ça c'est une des propositions, donc plutôt comme nous. En tout cas, ça c'est une étude, mais c'est juste pour vous montrer que la dose recommandée, et qui est exactement le même que le protocole à Lausanne, de dexmédétomidine et de 4 gamma-kilo en bolus puis 3 gamma-kilo heure, ça remplace tout le reste, puisque là ils font juste de la locale en plus, et donc on peut tout à fait faire des chirurgies laryngées avec ce type de procédure. Alors, qui dit anesthésie générale en ventilation spontanée dit anesthésie topique de très grande qualité, et là je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, tu maîtrises parfaitement la pharmacologie de la lidocaïne chez le tout petit, parce que les doses là c'est toi qui me les as données. Et donc, voilà, donc on calcule de façon minutieuse, parce qu'on a quand même eu des accidents de surdosage quand même avec les... Alors en haut sur la photo, vous avez les sprays tout faits là, de lidocaïne à 5%, où chaque pchit fait... 9 mg. Et on utilise sinon... alors pour les plus petits, c'est pas possible, on les surdoserait très rapidement. Et donc on utilise un dispositif en dessous, donc une seringue avec de la xylocaïne à 1%, qui est donc Briac, et ça fait partie de ce qu'on vous montrera tout à l'heure. On calcule la dose avant le bloc opératoire et on a un système nébulisateur qui va permettre de nébuliser le plan glottique puis la carène au fur et à mesure qu'on avance dans l'endoscopie. Ça, c'est vraiment indispensable. C'est ce qui permet de limiter tous les réflexes de stimulation des voies aériennes au passage de l'endoscope. Alors, donc là, on a vu comment on faisait pour que les enfants dorment de façon profonde pour limiter les réactions, les complications respiratoires et hémodynamiques. Et on va parler un petit peu d'oxygénation. Alors, je vous ai trouvé alors elle est toute récente, elle est récente, elle date de 2-3 ans, une revue qui qui rapporte toutes les techniques d'oxygénation pendant les procédures des voies aériennes chez l'enfant. Alors, je vous ai traduit, alors c'est tout petit, je suis désolée, mais c'est en français, j'ai traduit le tableau l'autre jour. Donc, on a plusieurs techniques pour administrer de l'oxygène pendant ces procédures des voies aériennes. Donc on a tout à gauche, on va en parler en dernier finalement parce que c'est la technique qu'on a retenue. La deuxième colonne, c'est l'utilisation de simples lunettes à oxygène avec un débit standard pendant la procédure. On ne va pas se mentir, ça ne marche pas très très bien. Pendant très longtemps, nous, on a utilisé les sondes nasopharyngées. Alors au début, on utilisait une simple sonde d'aspiration qu'on venait placer juste devant le plan glottique avec une délivrance d'un débit continu d'oxygène modéré parce qu'on risquait d'insuffler l'estomac. Et ben pendant très longtemps, ça nous a quand même apporté une oxygénation de très bonne qualité. On peut utiliser des cathéters d'O2 pharyngés. Bon, ça, c'est des choses qu'on n'a pas trop en pédiatrie, c'est plutôt chez l'adulte. Et puis, on peut se servir du matériel de nos collègues. Donc, sur les laryngoscopes, il y a un port par lequel on peut administrer de l'oxygène. Et de la même façon, sur le bronchoscope, on peut administrer de l'oxygène puisqu'on a un canal opérateur. On peut même ventiler l'enfant sur un bronchoscope. Néanmoins, c'est lié à la présence ou non du dit matériel. Donc, quand on enlève ce matériel-là, on n'a plus d'oxygénation chez l'enfant. Et donc, on revient sur l'oxygénation à haut débit. Donc, depuis l'apparition des différents dispositifs d'Optiflow, Airvo, que sais-je, on a mis en place, donc là je vous ai mis une étude comme ça qui vous montre l'intérêt de ce genre de dispositif. D'ailleurs on voit bien la photo en haut de l'enfant qui est en pleine, c'est comme on fait puisque c'est une photo de chez nous,
Ça n'a rien à voir avec l'article, mais néanmoins, on administre donc de l'oxygène à haut débit, à un débit en général de 2 litres kilo minute, et puis après on diminue un peu parce que ça peut être un peu compliqué chez les plus grands. Néanmoins, là ici, c'est tout à fait intéressant parce qu'on parle d'oxygénation apnéique, hein, c'est-à-dire que les enfants ici sont curarisés, donc ils sont complètement apnéiques, et on voit qu'avec l'utilisation de l'Optiflow, on augmente la durée d'apnée sans désaturation, ce qui permet de faire des gestes avec une augmentation de la marge de sécurité pendant la procédure d'endoscopie. Et du coup, ah oui, alors je parle juste un petit peu de CAPNI parce que là on n'épure pas, on est en ventilation apnéique, hein, juste un mot pour dire que du coup la CAPNI dérive un petit peu en fonction de la durée de procédure si on ne reprend pas à la main entre temps, mais en tout cas ça maintient l'oxygénation. Comment on fait en duo? Allez, vas-y. Alors, je repasse la main à Briac parce que très clairement, on ne va pas se mentir, lui, il y est tout le temps à faire les endoscopies laryngées, puisque c'est lui notre médecin, enfin chirurgien référent. T'as vu, j'ai dit médecin. Chirurgien référent, moi, j'y suis de façon plus anecdotique, et donc il a mis en place tout un procédé, mais je le rejoins complètement parce que il y a comme ça que ça fonctionne. On a fait, pardon. On fait entre 650 et 750 endoscopies par an, et on a fait une espèce de revue pour voir quels étaient les accidents, en gros. Et on s'est rendu compte, alors moi je fais pas 600 par an, hein, clairement. Et donc il y a quand même les chefs de clinique qui en font plein, et puis la nuit, les chefs de clinique ils sont tout seuls, et donc on avait besoin d'essayer de formaliser un peu la pratique de l'endoscopie, et on s'est rendu compte que un des truc qui nous manquait, c'était la maîtrise des facteurs humains. Et donc, c'est ça dont on vous parle. Et donc, la première chose, on s'est rendu compte que ni les chirurgiens, ni les anesthésistes ne savaient ce que c'était que l'organisation spatiale et temporelle au décours d'une endoscopie, et d'ailleurs, probablement au décours de n'importe quelle intervention chirurgicale. Et donc, je vais vous en parler 15 secondes. Et ça se trouve, voilà, donc n'importe quelle intervention chirurgicale, on peut la séparer en 4 phases, T1, T2, T3, T4. Vous en avez déjà entendu parler de ça ou pas? La réponse, non. Hein, non. Alors, normalement, ça là, les chirurgiens, quand ils mettent des temps d'occupation de salle au bloc opératoire, ils sont censés savoir ça, parce que dans leur temps opératoire, ils sont censés savoir qu'à la fin, il y a du ménage, ils sont censés savoir qu'au début, un patient qui est compliqué, eh bien, en fait, l'induction, elle est compliquée. Et donc, il faut mettre 1 heure de plus, parce que le patient, il est compliqué et qu'il sort de réanimation, et en T3, il faut aller le remettre en réanimation. Et du coup, c'est long. et du coup, non, mais c'est hyper important, parce qu'en fait, c'est la base de l'organisation du bloc opératoire. C'est la base. Et ça, alors, et du coup, on va l'appliquer à l'endoscopie. On a fait un plan de salle. Ah bah oui, c'est amusant. Donc du coup, en bleu, j'ai mis IA d'anesthésiste, et en gris, j'ai mis ORL et penseuse. Et j'ai mis que l'instrumentiste. Et du coup, l'idée, c'est que T1... Donc tout ça, ça découle d'une étude qu'on a faite pendant 1 an avec une EM2 qui a passé 1 an au bloc opératoire sur l'étude uniquement des endoscopies laryngotrachéales. On a regardé l'état clinique du patient lié au bruit dans la salle, on a mis un sonomètre, au nombre de fois que la porte s'ouvre, au nombre de fois que le chirurgien répond à son téléphone, que l'anesthésiste répond à son téléphone. On en a fait pas mal, hein. On a fait 100 d'endoscopies, et à la fin, on a protocolisé, enfin, on a mis en mots ce qu'on avait vu, on l'a protocolisé et on est en train de l'écrire. Et voilà, et donc c'est ça. Et donc en fait, normalement, ce qui devrait se passer pour une endoscopie, c'est que T1, pendant l'induction, vous avez l'équipe anesthésique qui s'occupe du malade. Ok, il y a les anesthésistes et les chirurgiens, ils sont censés être pas là, limite pas faire de bruit, parce que c'est quand même ça l'objectif, et être dans leur coin. T2, il est censé se passer un truc en théorie, on se rapproche du malade. Du coup, on pique la place là. Vous avez vu, je me suis mis là. Du coup, là, vous n'avez plus accès aux voies aériennes, et du coup, là, il faut faire confiance à l'ORL, parce qu'on est à la meilleure place pour prendre les voies aériennes. On se rapproche,
on rapproche la colonne, on baisse la lumière de la salle pour marquer la différence entre T1 et T2, parce que c'est important de savoir qu'on est à une phase où en fait, là, les voies aériennes, on ne les maîtrise pas bien. Et le simple fait de baisser l'intensité lumineuse, et en fait, le bruit diminue, tout simplement. Et on met des écrans, là je vous en ai mis que 2, mais en fait il y en a partout, pour que tout le monde voit ce que vous êtes en train de faire à l'intérieur du malade, parce que c'est primordial qu'on voit ce qui se passe. Ah, il a les cordes vocales fermées, montre-les-moi, en fait. Donc on les montre. Alors il y en a partout, là il y en a 2 en fait, il y en a 5, c'est Star Wars. T3, on marque le temps, c'est-à-dire je vous laisse les voies aériennes, on s'en va, on attend qu'il y ait quelqu'un qui reprenne l'enfant, etc. On s'en va, on rallume la pièce, et théoriquement, et ça j'y arrive pas encore, on devrait vraiment aller faire le compte-rendu opératoire limite dans une autre salle, parce qu'en fait on fait du bruit, et qu'en fait ce qui se passe c'est que l'enfant, parce que pendant la phase de réveil c'est pareil, théoriquement, moi je suis plus concentré, mais l'équipe anesthésique l'est encore, et c'est encore un temps qui est compliqué. Et T4, donc le fameux temps de ménage, il n'y a plus personne dans la salle, il n'y a plus de patients, et nous on s'en va. Voilà. Et ça, c'est des temps d'occupation de salle. Et en théorie, ça devrait être connu et appliqué. Et voilà, ça c'était la première chose, c'était savoir qu'il y a des temps. La deuxième chose, c'est améliorer la communication. Donc ok, facteurs humains, on ne va pas y passer des heures, mais c'est mettre des écrans, je vous l'ai dit, c'est faire une checklist adaptée à l'endoscopie. Alors ça c'est bien parce que c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé de cette année ou l'an dernier, je ne sais plus, tout récemment là, sur il faut adapter votre checklist à ce que vous êtes en train de faire pour de vrai. Et donc, c'est ce qu'on a fait en fait. Et donc, il faut s'adapter au programme chirurgical. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire ? Quel est le programme anesthésique ? Est-ce qu'on a bien le matériel ? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire si jamais ça ne passe pas ? Et puis le dernier truc, c'est les calonominitifères. Je vous montre la checklist. Voilà, donc on a repris la checklist de la Haute Autorité de Santé classique où on va de nouveau déclamer. Vous savez, c'est cette checklist qui est pénible que personne n'écoute en fait. Et comme personne l'écoute, ça sert vraiment à rien. Et du coup, on se les réapproprie avec, oui, alors on va. Et alors du coup, pour que ça soit vraiment bien fait, il faut que ce soit la personne qui soit en charge de l'intervention chirurgicale qui la fasse pour de vrai. Donc ça veut dire que c'est le senior d'endoscopie qui doit la faire, cette checklist-là. Donc oui, on va opérer ce malade-là. Et il pèse tant parce que c'est important pour moi, pour la dose anesthésique. Parce que c'est nous qui allons la mettre. Donc la dose de lidocaïne qu'on va pouvoir mettre, c'est ça. Et en fait, on l'a mise dans la checklist parce que la nuit, à minuit et demi, on va aider le chef de clinique qui est là. Et en plus, on a une grande garde d'ORL. Donc le chef de clinique, si ça se trouve, c'est pas un chef de clinique de Necker, c'est un chef de clinique qui vient d'ailleurs. Et en fait, il faut l'aider. Est-ce qu'il est allergique? Est-ce qu'il a des comorbidités, etc. Et puis un petit truc là sur les voies aériennes complexes. Est-ce qu'il est ventilable au masque? Est-ce qu'il est exposable et est-ce qu'il est intubable? En fait, on vous parle de voies aériennes complexes, mais en fait, c'est les 3 trucs qui sont importants. Parce que vous pouvez avoir ce que je vous ai montré tout à l'heure, un patient qui est ventilable plus ou moins, qui est exposable, et en fait, vous ne pouvez pas mettre de son intubation. Et ça, c'est important. Et je crois que c'est vraiment important de séparer, en fait, dans la réflexion les 3. Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Est-ce qu'on a le matériel? Est-ce que c'est prêt? Est-ce que l'aspiration, etc. Bon, bref, après, c'est des trucs... bête. On a prévu de rajouter un tableau avant de rentrer dans la salle du bloc opératoire, un tableau avec écrit les noms des gens qui sont là. Genre l'anesthésiste, il s'appelle comme ça, l'IAT s'appelle comme ça. On a des calots nominatifs, je vais vous les montrer juste après, mais on a des calots, mais en fait, c'est pas suffisant. Et savoir que l'externe, en fait, il s'appelle aussi comme ça. Que la personne qui vous gêne, là, et qui est toujours à côté de vous, à côté du truc, et puis qui vous colle, là, et bien en fait, c'est l'externe, ça se trouve c'est le mien, je ne l'ai jamais vu, et pardon, et en plus on est filmé, c'est moche, hyper moche. Non mais c'est assez, puis ça se trouve, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être l'étudiant du DU d'anesthésie pédiatrique, oui, par exemple, qui ne s'est pas présenté, tout ça, enfin comme mon externe d'ailleurs. Mais en fait, c'est hyper... Quand on fait un truc qui est complet, là on vous parle de l'endoscopie laryngotrachéale, les trucs sont simples la plupart du temps. Quand ils commencent à devenir compliqués, en fait, c'est bien de savoir qui est là. Le fait d'avoir le nom, le prénom, le calot nominatif, ça fait partie des facteurs humains. C'est la communication ciblée, c'est-à-dire un tel, passe-moi tel truc. Parce que le moment où ça désature, ça ne va plus, etc., c'est plus le moment de lancer un appel à la cantonade en disant j'ai besoin d'eux. À ce moment-là, il y a systématique, il y a 3 personnes qui se jettent sur le matériel,
qui vous ramène le même truc. On a perdu 3 personnes pendant 30 secondes, alors que si on avait ciblé l'information, il n'y aurait qu'une seule personne qui serait partie. Ça me permet aussi de rajouter un truc sur la communication en boucle. Quand vous demandez un truc, vous avez besoin de savoir que l'information elle a été captée par quelqu'un. Voilà. Du coup, on a proposé ça. On a proposé que la checklist préopératoire, et là je vous parle de l'endoscopie, mais en fait c'est valable pour toutes les interventions chirurgicales qu'on va faire, la résection anastomose de trachée, la résection cricotrachéale, la slide trachéoplastie, les trucs comme ça. En fait, on va faire le T2, la checklist du T2 chirurgical autour du malade avant de commencer. Et c'est important parce que le patient il est là, tout le monde est dans la pièce, et donc vous avez toute l'équipe anesthésique, toute l'équipe chirurgicale, et tout le monde entend ce que vous racontez à haute voix, et ça veut dire qu'à ce moment-là aussi, vous faites attention à ce que tout le monde écoute et tout le monde soit avec vous. Et enfin, on a mis en place des calots nominatifs, on en a acheté 278. Ça, c'est Barbara qui a géré, donc Barbara Cadre, qui était l'étudiante en M2, c'est elle qui a fait ça pendant son Master 2, c'est elle qui a pris la liste de tous les gens, c'est elle qui les a distribués de façon nominative, elle a fait un travail parfait. J'étais hyper réticent à ce truc en disant c'est vraiment un gadget pourri, et c'est hyper bien, et ça a changé vraiment, alors pas trop là-dessus parce qu'on se connaît, mais quand vous êtes appelé en catastrophe dans une autre salle pour faire, je sais pas, une intubation qui est compliquée, on ne vous attendait pas, vous montez en chirurgie cardiaque parce qu'en fait ils n'arrivent pas à intuber le malade, et bien en fait le fait qu'il y ait votre nom et votre prénom sur votre tête et savoir que vous êtes l'ORL, et ben en fait c'est hyper important, et je la remercie parce que j'y croyais pas du tout et elle m'a convaincu et on l'a fait et c'est bien. Ben voilà, merci de votre attention. Merci à tous. Merci.